Nous sommes un peuple qui travaille. C'est travailler plus pour gagner plus. Et qui trouve sa dignité dans le travail. La nécessité de travailler davantage, travailler et de produire davantage, doit travailler plus longtemps. Moi, j'adore pas le mot de pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail serait pénible. Alors bonjour et bienvenue dans Entre deux slides, une émission politique sur le travail, à regarder quand votre patron a pris son après-midi pour aller jouer au golf. Aujourd'hui, pour notre deuxième épisode, on est avec un invité de marque. Vous avez été journaliste, vous avez fondé le journal Fakir, vous avez été cinéaste, vous avez réalisé le documentaire Merci Patron, pour lequel vous avez reçu un César. Et depuis 2017, vous êtes député de la Somme et vous siégez dans le groupe La France Insoumise. Bonjour François Ruffin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'était une présentation en 3 lignes de vous, qui vous êtes, ce que vous avez fait. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Non, j'ai pas envie de mettre ça au passé. Vous avez été, je pense que je continue à l'être, à la fois cinéaste. On vient de terminer un film avec Gilles Perret qui s'appelle Debout les femmes. En tout cas, c'est le titre provisoire, sur le travail aussi, notamment des auxiliaires de vie sociale et des accompagnantes d'enfants en situation de handicap. Et puis, je me prétends député reporter. Et dans tous les rapports que je fais, je commence par aller interroger les gens avant d'interroger les organisations et tout ça, quoi. Donc, j'espère mettre ça au présent. Pour introduire la discussion, on voulait vous montrer ce mème qu'on a fait, qui met en situation un certain Bruno L, qu'on a entendu dans les médias il y a quelques semaines, un illustre inconnu qui expliquait en substance qu'à 18 ans, ce qu'on voulait, c'était pas le RSA, c'était un travail. Je pense que vous avez vu cette séquence à la télévision. Concrètement, dans ce discours, pour vous, est-ce qu'il y a un petit fond de vérité ou pas du tout? Ce Bruno L, il est complètement à l'ouest. Non, je pense qu'il peut y avoir un fond de vérité. Je pense que hier, par exemple, tu vois, dans ma permanence, j'étais avec des jeunes, notamment des animateurs, et il y avait un jeune qui était du quartier nord, qui à la fois cumulait un boulot d'animateur, qui travaillait chez Amazon, qui avait été, je sais plus, dans faire de l'intérim ou, mais juste ce qu'il arrêtait pas de répéter pendant tout l'entretien, c'était « moi je veux un CDI, moi je veux un CDI, moi je veux un CDI, moi je veux un CDI ». Et quand on lui parlait du RSA, qui lui servirait de filet de sécurité, mais il disait « c'est des miettes, moi ce que je veux c'est un CDI, moi je veux un CDI, moi je veux un CDI ». Et ça revenait comme un truc récurrent. Donc il est évident qu'il y a une partie de la jeunesse qui aspire à un travail et un travail stable qui lui permet de se construire pour le logement, de se construire pour la famille, pour tout ça. Moi, ce que je vois en revanche, à 18 ans, ce qu'on veut, c'est un travail, c'est que c'est comme si c'était immédiatement, tu dois rentrer sur le marché du travail. Et il peut y avoir des parcours différents d'entrée dans une profession, dans un métier. Moi, j'ai rencontré toujours à ma permanence, mais cette fois-ci à Abbeville, par exemple, Léa, qui cherchait à faire un truc. Elle avait rencontré un gilet jaune qui était plutôt écolo sur un rond-point. Et ce qu'elle voulait, c'était monter un village éco-citoyen, genre un camping, mais avec des activités autour et tout ça. Et elle n'avait pas les moyens de le monter immédiatement en termes de capitaux. Et elle était allée rencontrer la mairie de Dieppe parce que c'est à Dieppe qu'elle voulait le faire. Et la mission locale, la seule chose qu'elle voulait, c'est la mettre sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'emploi, sur le marché de l'emploi. Du coup, elle s'est retrouvée à faire de l'hôtellerie alors qu'elle voulait pas faire de l'hôtellerie. Et elle avait comme un fil conducteur ce projet-là en tête. Et je crois que quand il y a ce désir-là, moi, quelqu'un qui est habité par une envie, il faut qu'il puisse aller au bout de son envie. À la fin, il se plante ou il se plante pas. Mais même quand il se plante, il a appris des tas de choses en route. De la comptabilité, de rencontres avec les gens, c'est de la prise de confiance en soi et tout ça. Et la volonté de mettre sur le marché du travail tout de suite, maintenant, tout le monde, comme c'est la prétention, notamment par exemple avec la garantie jeune du gouvernement, le seul objectif, c'est le marché de l'emploi, le marché de l'emploi, le marché de l'emploi. Ça veut dire qu'il y a un tas de parcours qui sont pas possibles. Moi, c'est pour ramener à moi, mais je regarde dans mon parcours, si jamais, quand j'avais eu cet âge-là, au moment où je monte Fakir, et encore j'avais déjà un paquet d'années de fac que la société m'avait payé en plus de mes parents, quoi, on va dire. Si jamais on m'avait dit c'est l'emploi, jamais il y aurait eu de journal qui tienne comme ça dans la durée. Jamais j'aurais ensuite fait de la radio. Jamais j'aurais fait des films. Jamais je serais devenu député. Donc si on est juste dans un regard de construction à très très court terme, ben on détruit la possibilité pour l'individu de se construire en même temps qu'il construit quelque chose aussi pour la société. Donc je pense que voilà, il y a des gens pour qui c'est vrai aussi. Mais alors, vous proposez d'étendre le RSA aux jeunes de 18 ans, c'est accessible qu'à 25 ans aujourd'hui. Est-ce que, par exemple, le RSA serait suffisant pour se lancer et essayer de créer un village éco-citoyen, ou est-ce que c'est une rustine nécessaire mais pas forcément suffisante? Non, c'est pas suffisant. Maintenant, bon, je pense que avoir un filet de sécurité,
c'est déjà ça, quoi. Et il y a personne, c'est un idéal pour personne que de vivre avec 564 € par mois, ni à 18 ans, ni à 25 ans, ni à 40 ans, à aucun âge. Maintenant, il y a d'abord une question de principe. Comment ça se fait que la majorité politique, elle a 18 ans, on peut voter? Comment ça se fait que la majorité pénale, elle a 18 ans, on peut aller en prison? Et comment ça se fait que la majorité sociale, elle devrait attendre 25 ans? Je pense que là, il y a d'abord une question de principe. Et ensuite, ça fait un socle. Ça fait au moins une inquiétude en moins. Moi, il y a une chose que j'ai entendue, donc on a fait 30 heures d'audition avec notamment des jeunes, mais ce que j'ai entendu, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude de perdre son logement et ainsi de suite, que tout s'écroule. Quand on entre en études, quand on veut repasser une équivalence du baccalauréat, quand on se demande si le contrat d'intérim il va être renouvelé ou pas. Donc il y a cette angoisse-là qui, à mon avis, est nocive et qu'il faut éliminer pour permettre un peu de plonger le nez un peu plus sur l'horizon que juste sur la survie immédiate. Et la deuxième chose qui m'a surpris pendant les auditions, c'était l'aide familiale qui fait la grosse différence. Les gosses qui sont aidés par leurs parents, et c'est mon cas, ça a été mon cas pendant toutes mes études, et ceux qui le sont pas, ou le sont peu. Et ça, c'est vraiment la grande fracture qui traverse la jeunesse, quoi. Et donc, tout ce qui peut être fait pour atténuer ce fossé-là, on doit le faire. Maintenant, je prétends pas que ça soit l'idéal. C'est le minimum. C'est un revenu minimum. C'est le revenu minimum qu'on devrait assurer. Et dans une crise comme celle-là, c'est la mesure minimale de décence qui devrait être prise par le gouvernement et qui, après un an, l'est pas. Donc, pour moi, c'est un pas et c'est pas un horizon. Ça suffit pas. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de perception aujourd'hui où les gens qui touchent le RSA sont considérés par beaucoup comme assistés, alors que cette question, on la pose pas pour les gens qui sont à la station F, pas très loin d'ici, et qui touchent des subventions de l'État pour faire des choses finalement assez inutiles? Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence de perception aujourd'hui? Dans la durée, de toute façon, j'interrogeais Cynthia Fleury, donc une philosophe, sur un autre dossier, et qui me parlait de, au fond, l'assistanat invisible des riches. C'est-à-dire que le patron, il a une secrétaire pour faire le travail à sa place, il a quelqu'un qui va garder ses enfants. Quand on va au restaurant, il y a un serveur, et puis derrière, il y a un cuisinier, et tout ça fait, au fond, un filet de sécurité pour les riches, mais qui n'apparaît pas. Et il y a un devoir de notre côté de rendre visible tout ce qui est fait pour le confort des riches, et du patron et ainsi de suite, pour que ça paraisse pas comme un génie charismatique. Non, il parvient à faire tout ça. Et moi-même, je veux dire, je suis entouré de tas de gens. Vous avez Paul là, mon directeur de cabinet, mais il y a quelqu'un qui m'a préparé ma doc, c'est Damien, et il y a ma mère qui de temps en temps s'occupe de mes gosses quand je suis pas là. Donc je suis entouré de tout ça, et si on rend pas ça visible, et tout l'enjeu des dominants, c'est de pas le rendre visible, parce que faire croire qu'ils sont des super chefs à eux tout seuls. Donc je pense qu'il y a un enjeu qui est de rendre visible cet assistanat des riches quelque part, des riches ou de moi, hein. Donc qui suis riche d'ailleurs, enfin tu vois. Donc mais voilà. Et ensuite, d'abord il faut dire que par exemple la prime d'activité, elle a chassé tout ce qui était les trappes à inactivité qu'on pouvait dire. C'est-à-dire que objectivement aujourd'hui, on a toujours intérêt économiquement à travailler. Constamment, ça fait élever le revenu. Mais il y a presque une volonté de ne pas être dans l'empathie. Même les gens qui ont été dans une certaine force de souffrance sociale, quand ils l'ont quitté, il faut qu'ils oublient. Moi, je me souviens de quelqu'un qui était entré, qui avait un truc à la caisse d'épargne, et puis il savait pas s'il allait le garder. Donc, quand il était jeune, il avait une inquiétude et tout ça. Puis, finalement, il a été gardé, il a grimpé dans les échelons, et quand je l'interrogeais, il se souvenait plus de la faiblesse, de la fragilité dans laquelle il se trouvait quand il était jeune, tu vois. Et je pense qu'au contraire, il faut la préserver en soi, cette fragilité de on sait pas ce qu'on va devenir, cette inquiétude, et qui fait que on comprend mieux que des fois, dans l'existence, on a besoin de béquilles. Alors, est-ce que justement, une béquille, parce que j'ai lu très attentivement votre livre, et il y a une phrase, quand vous parlez notamment des planchers, vous évoquez un salaire pour tous. Est-ce que ce salaire pour tous, ça pourrait être un revenu universel ou un salaire à vie? On va pas se pencher sur les différences ici, mais est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est souhaitable?
En tout cas, je pense qu'il faut construire un filet de sécurité. C'est ce que j'évoque avec le RSA, qui doit sans doute pas être à ce niveau-là, et surtout qui doit être absolument accompagné d'un accompagnement, justement. Enfin, la mesure financière, elle suffit pas en soi. Il faut se demander qu'est-ce qui va permettre de retourner vers le soin, de retourner vers le logement, de retourner vers la formation si besoin, enfin de retourner vers différentes choses et pas se contenter de la mesure financière, sachant que dans le RSA, cet accompagnement a été complètement perdu de vue, alors qu'il était là dans le dispositif d'origine. Donc moi, ensuite, je crois à la valeur du travail. Profondément, je crois que le travail est un lieu de construction de l'individu, est un lieu de relation sociale, est un lieu où on se sent valorisé par ce qu'on fait. Alors, il y a des travaux qui ne valorisent pas du tout. Il y a des formes d'emploi qui ne valorisent pas du tout. Il y a des formes où on est d'un travail qui est parcellisé et où on est un individu perdu qui ne forme plus de collectif et qui construit plus du lien social. Mais moi, dans mon parcours, donc ça fait 20 ans que je fais du journalisme, et 20 ans, on peut dire que je fais du journalisme dans les classes populaires. Et je sais ce que représente de souffrance pour quelqu'un qui a été à l'usine, quand bien même on peut penser que c'était pas un boulot qui avait un sens considérable que de construire des climatiseurs ou tout ça, mais de se retrouver tout seul chez soi, de plus avoir un entourage ordinaire, de plus être amené sur un certain rythme dans sa journée. Je sais ce que ça représente de souffrance, d'impuissance, de résignation, de tourner en rond. Donc moi, je suis quelqu'un qui croit à la valeur du travail. Maintenant, il faut lui donner une valeur. Il faut pas le négliger, voilà. Parce que si on prend le livre de Greber, Bullshit Job, il y a quand même, sur les gens qui identifient leur travail comme inutile, voire nuisible, c'est presque 40% des emplois. Est-ce que malgré tout, il y a toujours cette valeur travail? Parce que même si on produit pas quelque chose de forcément concret dans son travail, est-ce qu'on a toujours cette valeur? D'abord, je pense qu'il y a une certaine capacité de l'être humain à se faire des illusions sur la fonction qu'il remplit, et y compris moi à l'Assemblée, par exemple. Donc, on peut se mettre un voile quand même quotidien à soi-même sur les finalités de son travail, et pas regarder les finalités, mais regarder l'environnement dans lequel on se trouve, et ainsi de suite. Donc ça peut exister. Et maintenant, je pense que il y a des besoins dans la société, et il y a des besoins qui ne sont pas remplis, et que normalement on devrait réorienter l'énergie humaine, l'intelligence humaine vers ces besoins qui ne sont pas remplis, et qu'aujourd'hui, quand on laisse faire le marché, ça amène à orienter sans doute les intelligences les plus aiguisées. Tu vois, je pense par exemple à ces hyper éduqués qui sortent de Polytechnique ou de, je sais pas trop, des très grandes écoles d'ingénieurs, j'en avais interrogé, et qui sont réorientés dans la finance. Quelle perte pour le pays. Je veux dire, des gens qui pourraient créer des choses. Alors après, dans les choses qu'ils pourraient créer, il pourrait y avoir des choses bien et puis des choses nulles. C'est à nous de faire le tri. Mais et qui sont réorientés vers des métiers au mieux inutiles et au pire nuisibles, comme la finance. Donc je pense que, voilà, c'est pour ça que je crois qu'il faut pas laisser faire le marché en la matière. Il faut se dire quels sont les besoins et qu'on canalise notre énergie vers le besoin. C'est pour ça que l'une de mes références, c'est le Roosevelt de la Deuxième Guerre mondiale. Si Roosevelt, il avait laissé faire le marché, jamais le marché aurait produit des bombardiers, des porte-avions, des tanks. C'est pas que j'idéalise l'industrie militaire, mais à ce moment-là, on avait besoin de ça pour gagner la Deuxième Guerre mondiale, et heureusement qu'il n'a pas laissé faire le marché. Il a dirigé, sans tout nationaliser, hein, mais il a dirigé l'énergie, il a dirigé les capitaux, il a dirigé la main-d'œuvre, il a dirigé l'intelligence humaine vers ce qui était à ce moment-là les besoins essentiels d'une industrie de guerre. Ben, je pense qu'aujourd'hui, on devrait être dans une industrie de guerre climatique, par exemple, et se demander, ou sanitaire, et se demander, dans ce moment-là, de quoi a-t-on besoin? Vers quoi on canalise l'énergie, les capitaux, la main-d'œuvre, et voilà, et on propulse dans cette direction-là. Votre livre, François Ruffin, il parle de progrès, la notion de progrès. Moi aussi, je l'ai lu comme Gary avec attention, peut-être un peu moins. Peut-être un peu moins. Je pense que Gary sera meilleur pour répondre aux questions d'explication de texte. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le progrès qui va dans le sens du bien-être des gens en général et des travailleurs en particulier, parce que c'est les thématiques qu'on aborde dans le groupe
dans le groupe de l'énergie de flexibilisation du marché du travail. Question très simple, François Ruffin, qui parle de progrès. Comment on fait la différence entre le bon progrès et le mauvais progrès? D'abord, à l'intérieur de la notion de progrès, je suis pour sortir d'une confusion et distinguer les avancées technologiques du progrès humain. Les deux ne vont pas de pair. En particulier, pour moi, il y a une cassure dans les années 70 qui fait qu'il y a une divergence entre les avancées technologiques d'un côté. On a quand même eu l'informatique, le numérique, le tout automatique qui a surgi depuis 30 ou 40 ans, et ça s'est pas traduit dans une élévation des indices de bien-être, par exemple, ni dans le taux de bonheur qui aurait progressé dans les pays développés. Donc il y a une divergence entre les deux. Donc la première chose, c'est de séparer les deux. Et ensuite, c'est pas à moi de décider ce qui est bon et ce qui est pas bon. Et je pense que c'est pas à vous non plus. Enfin, vous pouvez le penser comme individu, mais moi, je crois à la démocratie. Et je crois aussi à la démocratie sur le terrain de la technologie. Ça veut dire que je crois d'abord à un débat sur ces questions-là, à une discussion éclairée et avec les différents parties prenantes. Tu vois, par exemple, si on prend les questions de travail, quand a émergé la commande vocale dans les ateliers de logistique. Moi, chez moi, dans mon coin, il y en a plein d'ateliers de logistique. Ce qui était des zones industrielles sont en train de se transformer en zones logistiques avec le nord de la France comme centre pour desservir à la fois Paris et le nord de l'Europe. Donc, ça passe par là. Bon. Et les gars, ils ont donc un casque toute la journée. Auparavant, ils se guidaient avec des feuilles de papier comme ça. Ils avaient des listes à mettre dans leur chariot. Et puis ils passaient, puis ils croisaient un copain, ils se disaient quelques mots, éventuellement peut-être même qu'ils allaient boire un café, ils se faisaient leur trajet avant. Et maintenant qu'il y a la commande vocale associée aux algorithmes, les deux, il y a le casque sur les oreilles tout le temps, ça veut dire qu'il y a plus de temps mort, et ils passent leur temps non pas à discuter avec quelqu'un ou se faire leur petit machin eux, mais à répondre ok toute la journée à une machine. Ils me disent quand je rentre le soir, je dis ok à ma femme, quoi. Et j'ai l'impression de devenu de la commande vocale moi-même. C'est en matière de cerveau ce qui s'est produit pour les corps de l'industrie taylorisée du XXe siècle. D'abord, quand arrive une nouvelle technologie comme celle-là, les premiers à interroger, c'est les premiers concernés, c'est les travailleurs, c'est les salariés qui vont avoir à subir, à choisir. Et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme contrepartie? Est-ce que il y aura une hausse sur la fiche de paye en contrepartie parce qu'il y aura un temps qui sera plus productif? Est-ce qu'il y aura davantage de jours de repos? Est-ce qu'il y aura moins d'heures de travail à effectuer? Est-ce qu'il y aura des postes garantis? Dans quelle mesure ils acceptent cette technologie? Et s'ils l'acceptent, c'est à quelles conditions? Et au fond, la technologie, elle s'impose notamment sur les lieux de travail parce que au fond, c'est le terrain de jeu du capital. Il est libre là. Il n'y a pas de démocratie à l'intérieur de l'entreprise. La démocratie, c'est Jaurès qui disait que la Révolution avait fait le Français roi dans la cité et l'avait maintenu serf dans les entreprises. On n'est pas sorti de ça un siècle après Jaurès. C'est pas fini. On y est encore là-dedans. Donc, première chose, c'est quand une nouvelle technologie apparaît, qu'il y ait les salariés qui puissent s'exprimer. Je sais pas si vous avez vu les tracts de San Francisco en 1971. Moi, quand je suis tombé dessus, j'ai trouvé ça pas mal. Donc, c'est les dockers de San Francisco qui écrivent ceci. Le véritable enjeu, c'est finalement de déterminer ce que nous autres travailleurs acceptons comme un progrès. Comme bien d'autres travailleurs, nous sommes confrontés à une révolution technologique qui produit des systèmes et des modes d'organisation économes en main-d'œuvre. Voilà ce que notre employeur appelle progrès. Mais si ce progrès n'est pas contrebalancé, le résultat sera que notre patron fera la queue à la banque pour toucher des profits encore plus mirobolants, tandis que nous ferons la queue au guichet des agences pour l'emploi et des services sociaux. Évidemment, ce que disent les dockers à cette époque-là, c'est ce que pourraient dire les caissières aujourd'hui, et peut-être ce que pourraient dire tous les gens qui sont en télétravail, qui là apparaît sous le jour de la crise sanitaire, qui peut-être est bien vécu par un certain nombre de salariés, qui pour d'autres casse les collectifs, les isole, et qui peut aussi être vu, et j'ai vu des articles là-dessus, comme étant un gain de productivité pour les entreprises, une économie parce qu'il y a moins de bureaux à louer, et ainsi de suite. Donc, à quelles conditions, par exemple, arrive le télétravail dans nos vies? D'accord, donc ce que vous dites en fait, c'est que les avancées technologiques qui sont constitutives d'un progrès pour les salariés, elles doivent se décider plutôt à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire que par exemple, il faut revoir
les règles de la gouvernance d'entreprise, par exemple en faisant ce que font les Allemands en donnant des places pour les représentants des salariés dans les conseils d'administration? Oui, mais moi, il faut dire ce qui est, c'est qu'aujourd'hui, on a une dictature de l'actionnariat. On ironise sur ce qui était l'Union soviétique avec tous les membres du comité central qui votent en plein accord, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises. On a des conseils d'administration qui sont strictement les représentants des actionnaires. C'est 100% des voix pour le capital. Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une diversité des intérêts qui soient représentés au conseil d'administration. Ça veut dire qu'il y ait les salariés, évidemment, mais qu'il n'y ait pas seulement les salariés. Je pense qu'aujourd'hui, il faut, par exemple, des ONG environnementales au conseil d'administration. Il faut peut-être des associations de consommateurs. Et il faut peut-être des représentants des citoyens localement. Je veux dire que quand on a des firmes de la chimie, de la métallurgie, de l'agroalimentaire d'une puissance colossale et qui vont avoir un impact sur la vie des salariés, mais sur aussi la vie de l'environnement, sur tout ça, ce qui doit diriger les firmes, c'est une diversité d'intérêts et pas seulement l'intérêt du capital. J'exclus pas qu'il soit présent, mais il doit pas avoir toute la main. Vous savez, quand vous avez déjà allé assister à des assemblées générales d'actionnaires ou pas? Non. Oui, mais on était 3, donc vous étiez 3. C'est pas très intéressant. D'accord. C'est vraiment de la formalité administrative. Ouais, il fut un temps où j'étais un intervenant régulier en assemblée générale d'actionnaires, donc chez LVMH, mais j'ai fait Casino aussi, j'ai fait Vinci, bon, voilà, et donc j'avais mes petites actions. Quand vous assistez à ça, les votes ils se font à 99,7%. Et encore là, c'est qu'il y a une dissidence qui s'est introduite dans la salle. D'accord. Donc, et est-ce que en complément de ça, en complément du fait que ce que vous proposez, ce que vous dites, c'est de revoir la manière dont les décisions sont prises au plus haut niveau de l'entreprise. Parce que je rebondis là-dessus. Mais oui. Tu vois, le capitalisme au fond, je sais pas ce que ça veut dire très clairement toujours. Ah non plus. Tu vois, c'est un concept assez vaste. En fond, mais moi je le comprends. Sortir du capitalisme, moi je le comprends comme ça. C'est-à-dire sortir de cette dictature du seul capital. Pour moi, c'est ça concrètement. Et voilà, ce qui est la mise en œuvre pour moi d'une sortie du capitalisme. Et est-ce que du coup, ce qu'on dit là, c'est sortir du capitalisme dans ce sens-là? Je pense que si on dit à plein d'autres gens sortir du capitalisme, en fait, ils voient le fait que c'est l'État, la puissance publique, qui prend un rôle plus prédominant dans l'économie, qui peut aller jusqu'à jouer un rôle de planificateur. À ce moment-là, on se rapproche plus du communisme. Et là, du coup, c'est comme ça aussi qu'on sort du capitalisme. Est-ce que ça se fait? Est-ce que du coup, pour sortir du capitalisme, comme vous le dites, il faut uniquement agir dans la manière dont fonctionnent les entreprises, ou est-ce qu'il faut aussi, ou pas du tout, que l'État joue un rôle plus planificateur dans l'économie? Alors, je dis juste que la planification a eu un rôle, y compris dans l'économie française, qui était une économie capitaliste déjà dans l'après-guerre, et que ça a joué un rôle de savoir comment on va fonctionner en termes d'énergie. Si on laisse faire le marché, il n'y a pas d'explosion de l'énergie en France après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, il y a un certain nombre de domaines comme ça qui ont été pensés parce qu'il y a eu un plan qui a été effectué. Donc oui, moi je suis favorable à ce que je disais, Roosevelt, il a fonctionné en économie capitaliste. Il n'a pas tout nationalisé. Mais en revanche, il a dirigé. Il a dit, voilà ce dont nous avons besoin. À côté de ça, vous pouvez fabriquer des tondeuses à gazon, mais nous avons des besoins à remplir par temps de guerre. Mais aujourd'hui, nous avons des besoins à remplir. L'État doit nous dire, vous voyez, on a tous des masques là. Est-ce que on estime nécessaire qu'ils soient produits en France ou pas? D'être prémunis là-dessus. Sur les médicaments, 80% des principes actifs qui sont partis en Chine ou en Inde. Est-ce qu'on estime nécessaire de les retrouver et de plus être dans cette dépendance ou pas? Mais c'est à nous de répondre collectivement. Mais si on répond collectivement, il faut qu'on dirige quelque part l'économie, non pas en nationalisant tout, mais en disant voilà les besoins que nous avons à remplir. Concrètement, moi je me demande si ce serait suffisant de changer les règles de la gouvernance d'une entreprise pour avoir des innovations technologiques qui vont plus dans le sens du progrès humain, de ce que vous racontez, dans la mesure où, par exemple, si on avait une entreprise comme Huawei qui décide de développer la 5G, dont je pense que vous pensez pas uniquement du bien,
ces salariés, pourquoi est-ce qu'ils auraient décidé dans l'entreprise d'être contre cette innovation technologique qui va rapporter de l'argent à l'entreprise et potentiellement rapporter de l'argent, faire de l'argent en plus sur les fiches de paye? C'est pour ça que d'une part, je n'ai pas dit que c'était la seule condition à émettre du tout. Et d'autre part, j'ai dit qu'il fallait d'autres intérêts qui soient représentés au sein du conseil d'administration. J'ai parlé des organisations non gouvernementales et ainsi de suite. Et donc là, il y a ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise et après, il y a ce qui se passe à l'intérieur de la société. Huawei, ils veulent faire. Est-ce que la France veut ça? Est-ce que les Français veulent ça? Voilà, il y a plusieurs niveaux pour moi où il doit y avoir un fonctionnement démocratique, sachant qu'aujourd'hui, il n'existe ni à l'intérieur de l'entreprise, ni dans la société. Puisque dans la société, les technologies, elles s'imposent comme une espèce de ça va de soi, sans qu'on s'interroge sur à la fois est-ce qu'on en veut, et si on en veut, pour faire quoi, comment on trie à l'intérieur, quelles sont nos priorités. Au fond, moi, tout ça, tu sais, c'est un vide métaphysique. Je le dis, mais c'est vrai. On m'a montré un peu ce que faisait votre groupe, parce que je suis pas un spécialiste, tu vois, donc on me l'a montré. Ce que je vois au cœur, c'est la question du sens. Quel est le sens de mon travail? Mais ça veut dire, le travail, on y consacre quand même une énergie, du temps. On y donne le meilleur de soi-même. Donc ça veut dire, quel est le sens que je donne à ma vie? Et je pense que ce qui est le cœur de votre interrogation à travers ce groupe-là, c'est quelque chose qui mine la société française en général. Alors, ça mine pas la société de la même manière quand on est un éduqué et quand on n'a pas de diplôme. Ça mine pas la même manière quand on est en banlieue, quand on est dans le cœur de Paris ou quand on est dans les campagnes. Mais je crois qu'il y a aujourd'hui un vide métaphysique, pour ainsi dire, au cœur de la société française qui est « et quel est le sens de tout ça ?» Et c'est la question que je pose. On avance, parce que c'est le terme de Macron. Je veux dire, pour moi, s'il y a un mot là dans la période qui doit résumer, c'est accélérer, accélérer, accélérer. Mais on accélère, mais pour aller où? Il faut aller de l'avant. Mais pour faire quoi? On doit mener la course en tête. D'accord? Mais dans quelle direction? Et c'est comme si toutes ces questions-là, qui sont en fin de compte les questions les plus fondamentales, elles ne sont pas posées. Et dans l'univers du travail, pour moi, l'image que j'ai, mais c'est une image que je peux avoir comme député aussi de temps en temps, c'est le hamster dans sa roue. Accélère. Et au fond, on est dans un truc de travailler plus, c'est le Sarkozy, quoi. Travailler plus pour produire plus, pour consommer plus, pour travailler plus, pour produire plus, pour consommer plus. Et on est dans ce fonctionnement-là. Et la question, c'est comment on fait pour que le hamster ou les hamsters que nous sommes, ils sortent de la roue et ils reposent des questions assez fondamentales, type L'An 01, hein, un film que j'aime bien avec GB dans les années 70 et qui était on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste, quoi. Et je pense que voilà, ce que j'ai vu sur votre groupe, pour moi, c'est la question du sens et ce désir d'arrêter, de réfléchir, de pas être triste et se demander qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Et je pense que le pays a une envie aujourd'hui, c'est de demander qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Alors justement, pour définir qu'est-ce qu'on veut faire et surtout quel progrès on veut, par exemple pour la 5G, vous préconisez notamment des assemblées progrès comme les assemblées citoyennes. Et moi, je m'interroge sur une chose, ça demande du temps de s'informer. Pour vraiment s'informer et être informé des enjeux, ça prend plusieurs heures par jour. Est-ce que, pour que les gens aient le temps de se réunir et de discuter du progrès, est-ce qu'il faudrait réduire drastiquement le temps de travail, par exemple, pour que les gens aient vraiment le temps de s'investir? D'abord, je suis favorable à ce que la réduction du temps de travail fasse l'objet d'un débat démocratique, si je suis cohérent avec moi-même. Mais là, on a la même cassure. Je veux dire, Keynes pariait qu'à la fin du XXe siècle, on travaillerait moins de 20 heures par semaine. Et au fond, on a une diminution du temps de travail qui est à peu près constante. Jusqu'au début des années 80, les États-Unis étaient le pays où on travaillait le moins. Reagan, Thatcher, qu'est-ce qui se passe? On entre dans la concurrence à tout va et il y a une réaugmentation du temps de travail aux États-Unis et ça suit en Europe et la France se retrouve dans un espèce d'entre-deux avec la loi sur les 35 heures. D'un côté, on veut réduire, mais de l'autre côté, il faut quand même concentrer le travail, annualiser, faire pression sur les salariés, puis finalement, là, jeter les 35 heures grosso modo par-dessus bord. Donc là, on est dans une réaugmentation du temps de travail alors qu'on a des gains de productivité. Donc évidemment, il faut diminuer le temps de travail. Aujourd'hui, on est dans une diminution du temps de travail qui est masquée, mais qui est massive. C'est le chômage. C'est-à-dire qu'à la plage d'avoir une diminution du temps de travail choisie, partagée, organisée, on a une diminution du temps de travail brutale, non voulue et subie.
Donc voilà. Et donc évidemment, je pense ça. Je pense qu'il le faut pour l'équilibre de la société et pour les équilibres personnels. L'un des textes que je cite dans mon bouquin, tu vois, quand je fais le philosophe, c'est Protagoras de Platon. Donc, je raconte la petite anecdote, mais donc Prométhée a donné le feu aux hommes, puisque c'est un des personnages de mon livre, et puis derrière, Zeus, il voit ça, puis il dit non, mais ça suffit pas, parce que là, ils ont le feu, ils ont la technique, d'accord, mais il va falloir qu'ils s'organisent dans la cité, parce que sinon, ils vont pas arrêter de se battre entre eux, ça va être la guerre à tout va, donc il faut leur apprendre, au fond, c'est pas dit comme ça, mais la démocratie. Et donc, on va leur donner la justice et le respect. Alors, Hermès, qui doit aller leur transmettre ça, il dit, mais je fais comment? Est-ce que je fais comme avec les médecins? Il y en a un qui a le savoir et il gère ça pour tout le monde, il soigne tout le monde, et donc là, il y en a un qui sait comment gouverner, et puis il gouverne pour tout le monde, ou est-ce que je partage ça entre tout le monde? Et là, Zeus, il dit non, tu partages ça entre tout le monde. Et celui qui ne participe pas à la vie de la cité, il doit mourir. Donc voilà, je pense qu'il y a un devoir, je ne dis pas qu'il faut être aussi radical, mais il y a un devoir de participer à la vie de la cité. Je ne dis pas que tout le monde peut devenir un spécialiste dans tous les domaines. Et c'est l'une des limites, par exemple, de la Convention citoyenne sur le climat, que d'aborder en quelques week-ends, se déplacer, consommer, produire, se nourrir. Enfin, on ne peut pas, comme ça, devenir spécialiste de tout. Mais en revanche, je pense que il y a possibilité que des citoyens se fassent un avis éclairé, en l'occurrence, par exemple, sur la 5G, quoi. Vous dites qu'il devrait y avoir un devoir de participer à la vie de la cité. Est-ce que de la même manière, il pourrait y avoir un devoir de participer à la vie de l'entreprise? Et je dis ça avec un fait que tout le monde a en tête, c'est qu'il y a de moins en moins de le taux de syndicalisation en France, il est très bas et il baisse constamment depuis des années. Est-ce que de la même manière, il devrait y avoir un devoir de participer à la vie de l'entreprise? Je trouve ça vachement intéressant, j'y ai jamais pensé, mais tu vois, je ressors te dirais d'ici. Mais oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça le débat. C'est que tu sors pas normalement indemne. Tu dois en sortir enrichi ou en ayant perdu une partie de ce que tu pensais, en entrant dans un doute, en te conseillant une lecture. Enfin, tu vois. Donc oui, je pense que c'est une bonne idée, sachant que la vérité, c'est que ils ne veulent qu'on participe ni à l'intérieur de l'entreprise, ni à l'intérieur de la société. Évidemment, les dirigeants vont pas le dire comme ça, mais moi je me réfère toujours à la phrase de Samuel Huntington, donc l'un des penseurs néolibéraux. Au milieu des années 70, en 1975, il rend un rapport pour la commission trilatérale, donc qui réunit les élites américaines, européennes et japonaises, et il dit, dans un rapport qui s'appelle « Crise de démocratie », qui en fait, il y a trop de démocratie. Il dit, voilà, on a un souci aujourd'hui, c'est que les gens ils prennent la démocratie au sérieux. Ils participent, ils se mobilisent, ils votent, ils manifestent. Comment vous voulez que dans ces conditions, les gouvernants gouvernent tranquillement? Comment vous voulez que les dirigeants dirigent tranquillement? Donc ce qu'il faut, et il l'écrit, il nous faut instaurer de l'apathie politique. J'ai dit, tel quel, dans le rapport. Et au fond, c'est ce qui se produit depuis 40 ans. Et ça peut pas être assumé comme ça, puisqu'on est toujours supposément en démocratie. Et par certains biais, on y est encore. On va pas en tôle quand on exprime des expressions divergentes, et c'est quand même mieux comme ça. Mais le fait de détacher le citoyen de la politique, de le dégoûter, l'abstention, c'est pas quelque chose qui... Alors, ils vont faire des campagnes pour que les gens s'inscrivent sur les listes électorales, et patati et patata. Mais en vérité, l'abstention les arrange. D'autant plus que c'est une abstention des pauvres et une abstention des jeunes. C'est-à-dire une abstention des gens qui pourraient contester le système. Donc là, aujourd'hui, il y a ils organisent la non-participation dans l'entreprise et la non-participation dans la société. D'ailleurs, quand il y a des mouvements qui veulent vraiment participer, type les gilets jaunes, et que là c'est une véritable expression populaire qui surgit, on tarde pas à leur envoyer les lacrymos, les bulldozers pour les chasser des ronds-points et faire qu'il y ait plus ces collectifs qui existent. Alors, François Ruffin, c'est particulièrement intéressant quand on regarde votre action politique, parce que vous avez des combats qu'on pourrait qualifier de micro-combats, sans aucun péjoratif, mais que ce soit les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, que ce soit même Merci Patron, ça reste aider une famille en particulier. Quand on préparait l'émission, il y a Éloi qui est ici, qui a une formule, il a dit « François Ruffin, c'est le lobbyiste du peuple ». Qu'est-ce que vous pensez de cette formule ? Moi je dis je suis un bélier. Un ours. C'est-à-dire le bélier, c'est cette arme qui au Moyen-Âge servait à défoncer les portes des châteaux forts. Mais le bélier, il est utile seulement s'il est porté
et s'il est porté fortement. Et il y a des moments où on sent qu'il y a quelque chose qui pousse dehors. Et à ce moment-là, c'est comme si la voix qu'on avait, c'est les mêmes mots qu'on va prononcer. Mais d'abord, peut-être qu'on les prononce pas pareil. On les prononce avec plus de force, en étant convaincu que, voilà, on représente vraiment 1 million de personnes qui sont dehors, et on va bousculer par nos mots autrement le gouvernement. Et dont on sent que il se met à avoir de la considération pour nous, à nous répondre autrement, parce qu'il sait qu'il y a du monde derrière. Donc, mon lobbyiste, ça me va, mais voilà, je me sens comme un bélier, et il y a des moments où on est porté, il y a des moments où on l'est pas. Et dans les moments où on l'est pas, faut quand même faire le boulot, quoi. Même si on sent que dehors, ça pousse pas de la même manière. Mais au-delà de parler du système contre lequel vous luttez en jouant le rôle du bélier, les gens que vous représentez, enfin en tout cas c'est notre avis, c'est que ça représente des catégories qui sont assez limitées. Par exemple, quand vous avez eu votre combat, il a beaucoup porté sur les salariés de l'usine de Whirlpool à Amiens. C'est pas seulement des ouvriers, c'est pas seulement c'est une catégorie de gens qui est extrêmement précise. Pareil pour les femmes de ménage. En fait, ce que vous devez être, c'est pas député, c'est syndicaliste. D'abord, je pense que je serais un bon syndicaliste. Voilà. Mais je m'étais même posé la question de devenir, tu vois, de faire un truc de conseil aux syndicats sur les modes d'action, sur voilà. Mais je crois à la vertu de l'exemple. Quand tu regardes Merci Patron, je pense que quand les gens ils voient l'éclure, ils voient pas seulement l'éclure, ils voient des millions de personnes. Et il y a des millions de personnes qui se reconnaissent en eux, qui s'identifient. Quand tu regardes une pièce de théâtre et que tu as Britannicus, tu t'identifies à Britannicus. Tu vois, il y a un phénomène de théâtral puisque on est dans une représentation. Donc, je pense par exemple dans Merci Patron, on voit pas seulement Bernard Arnault, on voit les super riches. Et moi, je pense qu'il y a des tas de gens de la classe intermédiaire, on va dire, qui s'identifient à moi en se disant « Ah bah voilà, j'aimerais bien être comme lui et j'aimerais prendre le parti des gens contre l'argent, quoi, en gros. » Et donc, à travers les micro-combats, je pense qu'il y a une vertu de ça, mais dire tous les films, tous les romans, toutes les pièces de théâtre fonctionnent comme ça, avec des histoires et des personnages, mais qui représentent bien au-delà de l'individu lui-même. Donc évidemment, quand on se bagarre pour les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, il s'agit d'interroger sur la situation des femmes de ménage de tout le pays. Et voir de tous les employés, de ce que Macron a dit, notre pays repose tout entier sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Voilà, je pense que tous ceux-là qui peuvent se reconnaître quand je raconte cette Gradiella, je crois, qui prend le métro, qui prend d'abord le bus qui se lève à 4h du matin, qui prend le bus pour aller à la gare de Mantes-la-Jolie, qui ensuite prend le train, qui vient travailler en métro à l'Assemblée, qui vient pour 3 heures à 10 € et qui va repartir ensuite à Mantes-la-Jolie. Je pense que il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans, et même les gens qui sont pas dans cette situation, ils vont prendre parti pour elle. Donc voilà, je pense qu'il y a une vertu. Au fond, je veux dire, j'ai une formation littéraire, moi, et j'ai lu des milliers de romans et je regarde des films à tire-larigot et ainsi de suite. Donc je crois à la force du récit, que ça permet d'identifier. On fait de la politique avec le récit. Et aussi, quand on lit des livres, on peut se demander romans, on peut se demander qu'est-ce qu'il en reste. Moi, je crois qu'il en reste aussi de l'empathie, une compréhension de l'autre, de ses sentiments, de comment il peut fonctionner, tout ça. J'aime bien que vous dites que vous auriez fait un bon syndicalisme, et du coup, ça m'interpelle d'autant plus. Comment ça se fait que vous soyez député finalement? Est-ce que comment ça se fait qu'un député joue le rôle d'un syndicaliste pour aller protéger les travailleurs aussi près du terrain que vous le faites? Est-ce que c'est symptomatique du fait que, par exemple, les syndicats, ils ont abandonné ce rôle historique et qu'ils sont trop dans la politique au niveau national? Non, c'est pas du tout. Enfin, je pense que d'abord, sur l'Assemblée nationale, je veux dire, la grosse difficulté, c'est qu'on a affaire à un sous-traitant, que le syndicat, sur le sous-traitant, il y a 50 chantiers différents, donc il est impossible qu'il soit sur tous les lieux en même temps. Que elles sont à l'intérieur de l'Assemblée nationale où il y a des syndicats, mais les syndicats sont pas supposés représenter les sous-traitants. Enfin, bref, on est dans un imbroglio comme ça, organisé, quelque part, voulu, mais qui fait que bon, à un moment, s'il n'y a pas quelqu'un qui vient un peu mettre son nez là-dedans en faisant un combat, parce qu'on pense que c'est un combat symbolique, et que ça représente quelque chose dans le pays, ça tombe à l'as, parce que la difficulté, c'est est-ce que ces personnes vont elles-mêmes se mobiliser? En fait, tu vois, dans le dernier film, même dans ce mouvement sur les femmes de ménage, il y a quelque chose de fort. C'est qu'au départ, je prends la parole pour elles à la tribune de l'Assemblée nationale. Ensuite, elles se bougent elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles sortent de la peur. Parce qu'en fait, ce pays tient par la peur.
La peur chez les salariés. On comprend pas notre pays. Si on comprend pas que dans les classes populaires en particulier, il y a la peur quand on est au boulot. La peur de le perdre. Voilà. Et donc, elles sortent de la peur parce qu'elles osent sortir, pas sur leurs heures de travail, hein, mais elles osent sortir dehors, aller place du Palais Bourbon, qu'il y ait quelques caméras, signer une pétition. C'est la sortie de la peur. C'est déjà une victoire. Avant même qu'il y ait la victoire sur les salaires. Et ensuite, elles prennent, vous le verrez si vous voyez le film, elles prennent la parole à la tribune de l'Assemblée nationale, elles-mêmes. C'est-à-dire qu'au départ, on porte la parole, à la fin, elles le prennent elles-mêmes. Ce qui est réussi là avec les femmes de ménage, moi, mon but, c'est de le réussir pour le pays. Et que ça soit le pays qui sorte de la peur et le pays qui prenne la parole. Et ça se voit. Je veux dire, le miracle des Gilets jaunes, moi, je le considère toujours comme un miracle. Je l'ai pas vu. J'ai été dès le 17 novembre, j'étais sur les ronds-points, mais je l'ai pas vu arriver. Parce que ça faisait des années que ces mêmes personnes-là qui sont sorties ce jour-là, que je suis allé rencontrer, moi, le premier jour à Flic-Secours, à Abbeville, j'ai rencontré chez eux, et ils étaient dans le silence. Ils étaient dans le désespoir, ils étaient dans le mutisme parce qu'ils étaient dans la honte. Et là, ça a été ce jour-là une sortie de la honte. Donc il y a des miracles comme ça qui se produisent. Ben, j'espère que j'en verrai d'autres. Et alors, sur le fait que donc justement c'était compliqué pour les syndicats de suivre les femmes de ménage de l'Assemblée à cause de la sous-traitance, sur le fait que vous auriez bien aimé être consultant et aider les syndicats, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas un problème des syndicats qui n'arrivent pas à s'adapter à tous les changements? Est-ce qu'il faudrait mettre un grand coup de pied dans la fourmilière et dire le monde a changé? Parce que vous dites que c'est les syndicats, que le système de la sous-traitance, l'imbroglio que vous avez décrit tout à l'heure, il est organisé, il n'est pas organisé. Ça, c'est personne. Il y a pas personne qui a décidé d'avoir de généraliser ou d'étendre le phénomène de la sous-traitance. Si. Ah bah si. Bah qui ça? À l'Assemblée nationale, c'était les dirigeants de l'Assemblée nationale. Mais je veux dire, quand tu regardes ce qui... Non, mais je veux dire, le phénomène de la sous-traitance, il n'existe pas uniquement à l'Assemblée nationale. Non, mais oui, mais... Et le fait que les syndicats soient désorganisés, il n'existe pas uniquement pour les syndicats des femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Non, mais en tout cas, le phénomène de la sous-traitance, il n'est pas né naturellement. Il a été organisé. Il y a des lois qui l'ont permis. On l'a vu, tu vois, avant, moi, quand j'allais chez Whirlpool, donc Whirlpool a elle-même disparu, Goodyear a disparu, mais au départ, quand j'y allais, les vigiles à l'entrée, ils étaient Whirlpool ou ils étaient Goodyear. Les agents d'entretien à l'intérieur, ils étaient Whirlpool, ils étaient Goodyear. Ça veut dire qu'ils avaient le droit au comité d'entreprise, ils avaient les mêmes horaires, ils allaient à la machine à café avec les ouvriers. Enfin, ils appartenaient au collectif de travail. Et ensuite, on a sous-traité ça. Mais ça se voit aussi, par exemple, dans les boîtes d'informatique avec les SS2I et tout ça, qui interviennent sur les lieux de travail. Donc ça, veut dire, la mise en place de la sous-traitance, c'est pas un phénomène naturel. Ça a été un phénomène organisé. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Alors après, l'inadaptation des syndicats à ça, c'est sans doute vrai. On voit quand même des trucs qui naissent chez Uber et ainsi de suite. Mais est-ce que c'est du côté des syndicats qu'il faut faire peser ça, ou c'est du côté à la fois du politique de dire que il a dérégulé tout le marché du travail? Et même, il a voulu le déréguler quand on met en place de l'auto-entrepreneuriat. Là, dernièrement, donc pour mon truc sur le RSA jeune, je veux dire, tous les jours, tu découvres des trucs. Une jeune femme qui a donc un bac+5 de journalisme culturel, qui allait avoir un boulot juste à son dernier stage, mais bon, il y a la crise du Covid, donc elle est en galère. Elle s'inscrit sur un truc qui s'appelle StaffMe. Vous connaissez? Non, vous connaissez pas? Ouais. Ah bon, parce que moi, tu sais, je suis out, je suis un vieux quand même. Donc je me disais, bon, ça doit être un truc connu. Et bon, StaffMe. Donc les gens, c'est une espèce d'agence intérim, sauf qu'ils te disent de devenir auto-entrepreneur. Donc elle devient auto-entrepreneur et elle va chez Jacadi dans les magasins de fringues et tout ça pour mettre les vêtements en rayon, mais elle est aux côtés de salariés et elle est même pas intérimaire, elle est auto-entrepreneur. Mais quand tu as une telle régulation du marché du travail, franchement, pour les syndicats se retrouver à l'intérieur de ça, c'est vrai que c'est bien compliqué, quoi. Et alors, comment est-ce que justement on peut intégrer ces gens? Comment est-ce qu'on crée de nouvelles formes de lutte, que ce soit en entreprise ou dans la rue en général? Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut créer de nouvelles formes de lutte? D'abord, il y a la nécessité de re-réguler ça quand même. Il y a des règles à imposer. Hein. Tu vois, hier, je te citais le gars qui disait « Moi, je veux un CDI, je veux un CDI, je veux un CDI. » Il y a l'usage abusif de l'intérim, par exemple. Là, on a un usage abusif de l'auto-entrepreneuriat. Peut-être même que c'est un statut. Enfin, faut voir ce qu'on en fait. Mais donc, il y a la nécessité quand même d'une régulation. Et moi,
je suis pas député par hasard parce que il a fallu quand même que je le veuille et pour l'arracher le siège et qu'il y ait du monde qui le veuille avec moi sinon j'aurais fait conseiller syndical, tu vois. Non, mais voilà. Donc c'est pourquoi. C'est parce que moi je crois à la force de la loi. Je crois à la règle commune qu'on se fixe et qu'on respecte. Je veux dire, si on n'avait pas eu ça, la loi, la règle, le travail des enfants. C'est pas parce qu'il y a des gentils consommateurs qui ont cessé de consommer les produits faits par les enfants au 19e siècle dans les mines ou dans le textile qu'il y a eu la fin du travail des enfants. C'était la loi, c'était la règle. S'il y a eu la sécurité sociale, c'était la loi, c'était la règle. S'il y a eu les congés payés, ça a été la loi, ça a été la règle. Donc à un moment, sur tout ce qui est le monde du travail, il faut des lois, il faut des règles. Après, l'autre souci, c'est que on nous réplique concurrence. Et que on nous dit voilà, si vous instaurez des règles, que ailleurs, mais il y a des trucs où ça vaut pas. Quand je te dis les magasins de vêtements, Jacadi en France, il est pas en concurrence avec Jacadi en Chine ou avec Jacadi aux États-Unis. On a affaire à une concurrence interne au pays. Donc là, on pourrait très bien, sans difficulté, réguler ces secteurs-là, tu vois. Est-ce qu'il y a aussi une bataille culturelle à mener? Parce qu'il y a quand même un discours aujourd'hui libéral qui est très accepté dans la société, avec par exemple, bon là ensuite il y a eu du chantage à l'emploi, mais Amazon aux États-Unis qui a refusé la création du syndicat sur le site. Ce discours libéral en fait des plus précaires, on l'entend tous les jours. Est-ce que la bataille est culturelle aussi? Oui, même moi mon premier combat il était même sur le journalisme. Pourquoi? Parce que je pense qu'on peut pas changer la société si on change pas le regard sur la société. On peut pas changer la société si on change pas ce qu'il y a dans les têtes des gens qui vont faire la société. Donc, ce qu'on y met aussi. Donc, d'où la bataille des idées, le journalisme, changer le journalisme, et ainsi de suite. Donc, c'est évident. Je veux dire, quand mais ceci dit, je pense que le discours libéral, il est à bout en même temps. On est dans une espèce d'interrogation, là, avec ça continue avec une force de l'inertie, concurrence, croissance, compétitivité, entreprise, tout ça, mais on sent bien que ça a plus la force de ce que ça avait dans les années 80, les années Thatcher, les années Reagan, avec l'entreprise reine, Bernard Tapie, la mondialisation heureuse d'Alain Minc, tout ça c'est out. Maintenant c'est est-ce que nous on est capable de faire surgir autre chose. Et je vois, tu vois, je cite des sondages dans Leur Progrès et le Nôtre, avec d'un côté, par exemple, quelle maison les Français veulent. Est-ce qu'ils veulent une maison avec de l'hypertechnologie? C'est non. La Smart Home, ils en veulent pas. C'est 14% qui en veulent. Et pourquoi ils en veulent pas? Parce qu'il y a des risques d'espionnage, de santé, d'ondes, de machin, et surtout parce que en quoi c'est utile. Ils posent la question de l'utilité. Ce qu'ils veulent, c'est un cocon familial, c'est une maison écolo. Enfin, voilà, c'est un truc comme ça qu'ils veulent. Et je pense qu'il y a une tension comme ça entre les aspirations profondes de la société et ce qui paraît immédiatement réalisable. Et immédiatement, pour gagner mon pain, le jeune qui veut un CDI hier, il dit là peut-être que je vais me monter mon auto-entreprise parce que j'en ai marre du monde salarié. J'ai l'impression de servir à rien et tout ça. Donc sa solution, elle va être d'aller quelque part un peu plus vers l'individualisme parce que c'est une solution immédiate. Et pourtant, au fond, si c'était possible, il serait favorable à une régulation du marché du travail. Les deux peuvent coexister comme une espèce d'immédiateté et d'horizon plus lointain. Malheureusement, ce qu'il y a, c'est que cet horizon plus lointain, du fait de décennies de découragement, les gens n'y croient plus. Et il y a une espèce de résignation. Ça paraît plus possible de réguler le marché du travail, par exemple. Globalement, pour conclure, François Ruffin, c'est qui le François Ruffin le plus utile? C'est le François Ruffin qui réalise Merci Patron? C'est le François Ruffin qui est journaliste, ou c'est le François Ruffin député reporter à l'Assemblée nationale? D'abord, j'ai pas l'impression d'avoir cloisonné, puisque je fais un film où je suis comme député et je fais reporter et où je vais interroger. Donc j'ai l'impression, alors je vais me la péter, mais allez-y. d'incarner une forme de parlementaire original qui a pas créé une rupture avec ce qu'il était avant, mais qui continue un chemin qui passe par les députations et avec quand même, enfin je veux dire, tu sais, si je décidais de faire un article dans Fakir, et je l'ai fait d'ailleurs sur les jeunes, là on a fait un dossier à l'automne dernier, tu vois, sur que fait-on de notre jeunesse, parce que on n'en a pas parlé, mais je pense que au-delà de la crise du Covid, la jeunesse vit un écrasement démographique. C'est ça la clé. Si on veut comprendre pourquoi le marché du travail
dans lequel vous entrez, il est dérégulé, pourquoi vous êtes écrasé à l'intérieur, à mon avis, la première donne, c'est l'écrasement démographique. C'est la première fois dans notre histoire qu'il y a plus de 65 ans que de 18-30 ans. Et alors, sur le marché, ce qui est rare est cher. Mais en matière de démographie, c'est pas vrai. Ce qui est rare est écrasé par ce qui est nombreux. Donc, il y a un écrasement de la jeunesse, et ça se double d'autant plus qu'il y a un écrasement politique. Comme le taux d'abstention des jeunes il est nettement plus élevé que le taux d'abstention des personnes âgées, le regard du politique, il va chercher à avoir les voix des personnes âgées et il va délaisser les jeunes. Vous le voyez par exemple dans le début du mandat de Macron, il y a eu 2 mesures. Un, c'était les APL, les 5 € d'APL là, sur les plus jeunes. Enfin, sur tous, mais massivement, qui touche les APL, ce sont les plus jeunes. Ça a été accepté, finalement. Il y a eu un peu de bon cas, mais c'était accepté. L'autre mesure, c'était la CSG relevée sur les retraites et les personnes âgées. Il y a eu de la bronca, il y a eu de l'organisation, ça a été abandonné. Donc là, on a bien ça. Et donc, donc je te disais, ah putain, quelle punaise, quelle digression, quelle parenthèse dans laquelle je me suis perdu. On a fait un dossier sur la jeunesse à l'automne dans Faki, on l'a mis en une et tout ça. Okay. L'écho a pas été énorme. Je vais faire un discours demain en commission, je vais intervenir à la tribune de l'Assemblée nationale. L'écho sera plus important. Je dis pas qu'il va changer le pays, mais l'écho sera plus important. Donc autant je crois pas à la fonction législative de l'Assemblée nationale, autant la fonction d'interpellation, ce que j'appelle la fonction tribunicienne, de lanceur d'alerte ou de lobbyiste du peuple ou de bélier, elle est remplie pour moi avec efficacité et avec plus d'efficacité que ce à quoi je m'attendais quand j'ai démarré mon mandat, tu vois. Du coup, je rebondis sur votre digression que j'ai trouvé très intéressante. Les jeunes, ils sont plus abstentionnistes que les personnes âgées, plus âgées. De la même manière, ils ne se syndicalisent pas pour tout un tas de raisons qu'on peut probablement détailler, mais ils ne se syndicalisent pas. Ça veut dire qu'ils ne remplissent pas ni leur devoir de participer à la vie de la cité, ni leur devoir de participer à la vie de l'entreprise. Comment ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut remédier? Et si oui, comment? J'imagine que oui. On peut y remédier par l'espoir. C'est tout. C'est-à-dire que l'espoir a quitté les cœurs. Et à partir de ce moment-là, c'est pas une accusation qui est adressée contre ceux qui s'éloignent d'un système qui ne veut pas d'eux, mais c'est comment à un moment on va remettre de l'espoir. Alors l'espoir il surgit parfois dans des moments, moi j'aime bien l'histoire, il surgit dans les moments les plus inattendus. Je veux dire, en 36, tu vois, ce qui est décrit dans les usines, c'est une immense résignation. Et pourtant, en quelques jours, quelques semaines, l'espoir renaît et il y a une espèce de contagion dans le pays. Donc, c'est pas dit que de la résignation d'aujourd'hui, il n'y ait pas de l'espoir pour demain. Mais je pense que c'est la seule option, quoi. Merci François Ruffin d'avoir été avec nous sur NDFLAX dans Entre deux slides. Merci à vous surtout. Merci de continuer. Merci beaucoup.